Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième séance du cours de MPM. Aujourd'hui, on va voir le troisième niveau de la construction générale d'un modèle adapté pour le modèle de Cauchy, c'est-à-dire l'étude thermodynamique des processus de déformation et l'écriture des relations constitutives. Alors évidemment, il y a un aspect technique là encore, donc il va falloir bien travailler pour maîtriser ces calculs et être capable de les refaire. Alors, je vais organiser cette séance en trois aspects principaux. Le premier aspect, c'est l'écriture thermodynamique d'un processus de déformation. Donc ça, évidemment, c'est le premier et le second principe de la thermodynamique, et beaucoup de calculs intégral et différentiels. Le second aspect important, c'est de revenir sur la notion d'objectivité que j'avais introduite la dernière fois, notamment pour le premier niveau, géométrie et cinématique. J'avais introduit une notion avec les mains d'objectivité pour parler du taux de déformation et du tenseur de déformation de Green-Lagrange. Là, je vais l'introduire de manière beaucoup plus mathématique avec une définition bien claire. Le troisième aspect important, c'est l'écriture des relations constitutives, c'est globalement le comportement. Et le point central de cet aspect-là, c'est le principe d'indifférence matérielle. Ce principe réduit fortement les possibilités pour écrire de relations constitutives, ça restreint le champ des possibles. Pourquoi? Parce que simplement la matière ne sait pas qu'elle est observée, et donc il faut que les grandeurs constitutives soient des grandeurs objectives. Alors, je vais commencer avec l'analyse thermodynamique d'un processus de déformation. Le but de cette analyse, c'est d'obtenir une équation des bilans qui synthétise le premier et le second principe de manière locale. Alors, on verra exactement ce que ça veut dire. Et pour faire ça, j'ai besoin de commencer par la conservation de la masse dans un milieu thermodynamiquement fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de particules qui entrent ou qui sortent de notre système. Il n'y a pas de transport de masse. Alors, pour écrire la conservation de la masse dans un milieu thermodynamiquement fermé, on va simplement écrire que la masse d'un ensemble de particules n'évolue pas dans le temps. Donc on calcule ensuite la dérivée temporelle de la masse, c'est-à-dire qu'on dérive une intégrale dont le domaine d'intégration dépend lui-même du temps. Donc on obtient deux termes, un terme de volume où on dérive l'intégrande, donc là en l'occurrence la masse volumique, et un terme de surface où on conserve l'intégrande et on multiplie par la vitesse normale du domaine, donc c'est-à-dire la vitesse contractée avec le vecteur normal sortant. Donc il faut absolument retenir cette formule de dérivation d'une intégrale dont le domaine d'intégration dépend lui-même du temps parce qu'on va s'en servir plusieurs fois dans le cours. Alors l'intégrale de surface fait intervenir le vecteur normal, donc on peut utiliser le théorème de la divergence pour se ramener une intégrale de volume. Donc ça donne que la dérivée temporelle de la masse, c'est l'intégrale sur le volume de la dérivée de la masse volumique par rapport au temps, plus la divergence de la masse volumique multipliée par la vitesse des particules. Alors dire que la masse n'évolue pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on a la conservation de la masse et qu'il n'y a pas de transport de matière, ça revient à dire que cette dérivée temporelle vaut 0. Alors ce raisonnement qu'on vient de faire pour un ensemble de particules dans le volume oméga t, on peut le faire pour n'importe quel ensemble de particules qui occupe n'importe quel volume, et donc on peut retirer cette intégrale et avoir une équation locale de conservation de la masse, c'est-à-dire la dérivée de la masse volumique par rapport au temps, plus la divergence de la masse volumique fois la vitesse des particules égale à 0. Alors je vais passer maintenant à la notion de dérivée matérielle locale, qui n'est rien d'autre que la dérivée totale par rapport au temps. Comme d'habitude, on utilise des fonctions qui dépendent à la fois de la position et du temps, mais que la position dépend elle-même du temps puisque le milieu se déforme, il faut dériver par rapport à la première et à la seconde variable. Alors pour définir la dérivée matérielle locale, on va avoir besoin d'un vecteur position grand X dans la configuration de référence et d'un vecteur position petit x qui dépend de grand X et du temps, puisque le matériau se déforme, dans la configuration actuelle. Alors si on considère maintenant une fonction de petit x et du temps, la dérivée matérielle locale, ça n'a rien d'autre que la dérivée pleine de cette fonction par rapport au temps. Et dans cette histoire, puisque petit x dépend lui-même du temps, on obtient une dérivée composée, c'est-à-dire d rond g sur d rond t avec t la deuxième variable, plus d rond g sur d rond x contracté avec d rond x sur d rond t, et ça on peut le réécrire plus formellement comme étant d rond g sur d rond t plus le gradient de g par rapport à petit x contracté avec la vitesse, qui n'est rien d'autre que d rond x sur d rond t. Donc ça n'est rien d'autre finalement que la formulation de dérivation d'une fonction composée, et c'est ce que j'avais déjà utilisé pour calculer l'accélération dans le cours précédent. Je vais revenir maintenant sur la notion d'équation des bilans globale, qui consiste à faire l'évolution d'une grandeur définie sur tout le volume en termes d'apport et de production. Alors on va définir une équation des bilans globale, c'est-à-dire pour une grandeur thermodynamique G quelconque, qui dépend du temps et qui est attachée à la quantité de matière. Donc typiquement il faut penser à la masse, à la quantité de mouvement ou à l'énergie totale par exemple. Dans tous les cas, on va définir la dérivée temporelle de cette grandeur comme étant égale à un terme d'apport et à un terme de production. Donc on va écrire que la dérivée temporelle, c'est A de G, le terme d'apport, plus P de G, la production de cette grandeur. Donc typiquement pour la masse qu'on a écrit tout à l'heure, c'est que les termes d'apport de masse étaient nuls et que les termes de production de masse étaient nuls, et donc que la dérivée temporelle de la masse valait 0. Alors dans ce contexte, on peut écrire une équation de conservation d'une grandeur thermodynamique donnée. Ça consiste à dire que les particules ne produisent pas de cette grandeur. Je vous rappelle évidemment que ça ne veut absolument pas dire que cette grandeur n'évolue pas dans le temps. Il peut y avoir des termes d'apport, les systèmes thermodynamiques ne sont pas isolés en général. Alors comme je l'ai dit, une équation de conservation, c'est le fait qu'il n'y a pas de terme de production dans la grandeur g. C'est-à-dire que g point est égal uniquement au terme d'apport.
Donc si on prend quelques exemples, on a conservation de la masse, hein. Même s'il y a un transport de masse, c'est-à-dire qu'il y a un apport de masse, on a quand même conservation de la masse au sens où il n'y a jamais de production de masse par les particules. De même, on a la conservation de la quantité de mouvement, hein, c'est ce qu'on appelle l'équilibre, ou alors encore, on a la conservation de l'énergie totale, et ça c'est le premier principe de la thermodynamique. Alors je vais passer maintenant aux dérivées matérielles globales, hein, qui n'est rien d'autre que la dérivée temporelle d'une grandeur thermodynamique définie sur tout le volume, qu'on va pouvoir écrire comme l'intégrale sur le volume d'une densité massique de cette grandeur. On va voir que la conservation de la masse avec le milieu thermodynamiquement fermé implique un petit théorème qui va être très utile pour la suite. Alors pour définir la dérivée matérielle globale d'une grandeur thermodynamique grand G qui dépend du temps, on va dire qu'elle est attachée à une quantité de matière. C'est-à-dire qu'on peut écrire grand G comme l'intégrale sur le volume d'une masse volumique multipliée par une densité massique de cette grandeur G, hein, qu'on va appeler petit g. Et donc en intégrant sur le volume, en multipliant par la masse volumique, on obtient grand G de T. Alors pour calculer la dérivée temporelle de cette grandeur, il suffit d'utiliser la formule sur les dérivées dans les intégrales dont le domaine d'intégration dépend du temps, celle qu'on va utiliser plusieurs fois, hein. Donc c'est-à-dire un terme de volume où c'est simplement la dérivée de ρg, plus un terme de surface où c'est ρg multiplié par la vitesse normale du domaine. Une fois encore, on va appliquer le théorème de la divergence sur le terme de surface pour obtenir que la dérivée temporelle de grand G, c'est l'intégrale sur le volume de la dérivée partielle par rapport au temps de ρg, plus la divergence de ρgv, tout ça à l'intérieur de la divergence. On a donc deux termes, un que j'ai colorié en rouge et un que j'ai colorié en bleu, qu'on va travailler un peu pour utiliser l'équation de la conservation de la masse et la formule de dérivée matérielle locale qu'on a vue tout à l'heure. Alors je présente ces calculs qui sont relativement simples. Le terme rouge, c'est simplement la dérivation d'un produit. Donc on obtient un premier terme G d rond ρ sur d rond t plus ρ d rond g sur d rond t. Et la divergence de ρgv, eh bien, il suffit de l'écrire en composante, c'est la somme sur j des d g ρ vj par rapport au xj. On obtient simplement la dérivée d'un produit. Donc on a g d ρ vj par rapport au xj plus dg sur dxj ρ vj. Pour le premier terme, on reconnaît g fois la divergence de ρv. Et le deuxième terme, on reconnaît ρ fois le gradient de g contracté avec v. Alors on avait l'intégrale sur le volume du terme rouge plus du terme bleu, et on a décomposé chacun de ces termes en un terme vert et un terme orange. Donc on va rassembler les termes verts entre eux et on va rassembler les termes orange entre eux, et donc ça donne que la dérivée temporelle de g, c'est l'intégrale sur le volume de g fois d rond ρ sur d rond t, plus la divergence de ρv. Là on reconnaît la conservation de la masse qu'on a écrite tout à l'heure, donc ça vaut 0, plus le terme orange rassemblé, c'est-à-dire ρ fois d rond g sur d rond t, plus le gradient de g contracté avec v, et ça n'est rien d'autre que la dérivée matérielle locale de la fonction g, c'est-à-dire petit g point, la dérivée totale par rapport au temps de la fonction petit g. Donc finalement, la dérivée matérielle globale de la grandeur grand G, c'est-à-dire grand G point, c'est égal à l'intégrale sur le volume de ρ petit g point. Donc finalement, grâce à la conservation de la masse qu'on vient d'écrire, c'est que dériver dans une intégrale de volume qui dépend du temps, si on dérive une quantité massique multipliée par une masse volumique, il suffit de dériver la partie densité massique dans l'intégrante de l'intégrale de volume. Donc ça, c'est un petit théorème très pratique qui va beaucoup simplifier les calculs dans la suite, hein. Alors attention, hein, ne vous faites pas avoir, quand vous écrivez la thermodynamique sur des milieux avec des transports de masse, la conservation de la masse en vert, là qui valait 0, n'est plus valable, et donc ça complique un peu les calculs parce que ce petit théorème n'est plus utilisable, hein. Alors grâce au concept qu'on a introduit jusqu'à présent, on va pouvoir écrire une équation des bilans locale, c'est-à-dire une équation des bilans qu'on peut écrire comme une intégrale sur le volume, et comme on peut faire ça pour n'importe quel volume, on retire les intégrales pour obtenir une équation purement locale. Alors tout à l'heure, on a vu une équation des bilans globale d'une grandeur thermodynamique rangée, comme des termes d'apport et des termes de production. Pour obtenir une équation locale de ce bilan, il va falloir travailler sur les termes d'apport, comme une densité volumique intégrée sur le volume, plus un apport surfacique intégré sur la surface. Les termes de production sont en général considérés comme purement volumiques, et donc on va les écrire comme une intégrale sur le volume d'une densité volumique de production. Donc d'un côté, on a l'équation des bilans globale de grand G, c'est-à-dire G point égale les termes d'apport plus les termes de production. D'un autre côté, on a l'écriture sous forme d'intégrale de volume de G point, c'est-à-dire on avait dit G point, c'est l'intégrale sur le volume de ρ petit g point. Et donc en réinjectant l'écriture sous forme d'intégrale de volume et d'intégrale de surface des termes d'apport et des termes de production, on obtient que l'équation des bilans s'écrit comme l'intégrale sur le volume de ρ petit g point moins la densité volumique d'apport de G moins la densité volumique de production de grand G. Et ça c'est égal à la densité surfacique d'apport de G intégrée sur la surface du domaine. Alors on voit qu'on a une intégrale de volume qui est égale à une intégrale de surface. Et donc là, il y a un petit théorème qui nous dit que la densité surfacique d'apport de G peut toujours s'écrire comme un vecteur surfacique d'apport de G contracté avec la normale sortante au domaine. Donc ce vecteur surfacique, il s'interprète en fait comme un flux extérieur d'apport de G.
Puisqu'on a écrit l'intégrale de surface avec le vecteur normal, on peut utiliser le théorème de la divergence et écrire une équation des bilans qui s'écrit uniquement comme une intégrale sur le volume, c'est-à-dire ρ petit g point moins la densité volumique d'apport moins la densité volumique de production, moins la divergence d'apport surfacique est égale à 0 quand on intègre sur le volume. Alors là encore, ce raisonnement qu'on vient de faire pour un certain nombre de particules qui occupent un volume oméga, on peut le faire sur n'importe quel ensemble de particules qui occupent n'importe quel volume, et donc on peut retirer l'intégrale et obtenir la forme locale de l'équation des bilans de G. C'est-à-dire ρ petit g point est égal à la densité volumique d'apport de G plus la densité volumique de production de G plus la divergence des apports surfaciques de G. Alors on va donner un exemple d'équation locale des bilans en considérant la quantité de mouvement. Donc pour considérer la quantité de mouvement, on va considérer que g, c'est la vitesse des particules. C'est-à-dire que petit g point, c'est l'accélération. Alors ce qui apporte de la quantité de mouvement en termes volumiques, ce sont les forces de volume. Ce qui apporte de la quantité de mouvement du point de vue surfacique, c'est le tenseur des contraintes, puisqu'on avait vu que sigma contracté avec n, c'est égal aux forces surfaciques. Et il n'y a pas de production de quantité de mouvement, puisqu'on a conservation de la quantité de mouvement. En réinjectant ces quantités-là dans l'équation globale des bilans que je viens d'écrire, on tombe sur ρ fois l'accélération est égal aux forces de volume plus la divergence de sigma. Vous retombez donc sur l'équation d'équilibre en considérant uniquement la conservation de la quantité de mouvement et l'équation des bilans de la quantité de mouvement. Alors vous avez pu remarquer que j'ai écrit l'équation locale des bilans en général pour des scalaires et que je viens de l'appliquer pour des vecteurs. Finalement, le raisonnement que j'ai fait pour des scalaires tient tout à fait avec n'importe quel ordre tensoriel, et c'est pour ça que je me suis permis de l'appliquer directement sur la vitesse. Alors on va passer maintenant à l'écriture d'une équation des bilans locale pour l'énergie interne, en s'appuyant notamment sur le premier principe de la thermodynamique, qui n'est rien d'autre que la conservation de l'énergie totale. Alors je vous réexpose le premier principe de la thermodynamique. Donc pour ça, il faut que j'introduise l'énergie totale qui est attachée à la quantité de matière. Donc ça, c'est un des grands postulats de la physique, c'est qu'on peut caractériser un système par une quantité scalaire qu'on appelle l'énergie. Alors cette énergie totale, elle comprend évidemment l'énergie cinétique, et comme je vous l'ai expliqué dans un cours précédent, l'énergie cinétique macroscopique ne caractérise pas totalement toute l'énergie cinétique du système, à l'échelle microscopique. Donc ça veut dire qu'on en a oublié une partie, et cette partie on l'appelle l'énergie interne, ça n'est rien d'autre que la différence entre l'énergie totale et l'énergie cinétique. Alors le premier principe de la thermodynamique s'écrit simplement comme la conservation de l'énergie totale, ce qu'on peut reformuler comme la production d'énergie totale est nulle. Donc n'ayez pas l'illusion que l'énergie totale n'évolue pas dans le temps, il y a des termes d'apport, mais la production d'énergie totale est nulle. Alors si on écrit le bilan d'énergie totale, on va voir que la dérivée matérielle globale de l'énergie totale, c'est la dérivée matérielle globale de l'énergie cinétique plus la dérivée matérielle globale de l'énergie interne. Et ça doit être égal au terme d'apport. Alors je vous avais introduit le fait que dans les termes d'apport, on va considérer la puissance des efforts extérieurs, qu'on va décrire comme la puissance virtuelle des efforts extérieurs dans le champ de vitesse réel. Parce que je vous rappelle que la thermodynamique se fait sur les champs de vitesse réels et non pas sur des champs de vitesse virtuels. En général, on va considérer que tout ce qui n'est pas de la puissance des efforts extérieurs, ce sont des apports de chaleur. Donc on définit les apports de chaleur comme les apports d'énergie totale moins la puissance des efforts extérieurs. On obtient donc que la dérivée de l'énergie cinétique plus la dérivée de l'énergie interne, ça n'est rien d'autre que la puissance des efforts extérieurs plus les apports de chaleur. Alors on va travailler un peu sur ces termes pour faire intervenir le principe des puissances virtuelles. Je vais utiliser mon petit théorème de dérivation pour l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, je vais l'écrire comme 1/2 fois l'intégrale sur le volume de la masse volumique multipliée par V contracté avec V. Et donc quand je prends la dérivée matérielle globale, ça me donne que la dérivée de l'énergie cinétique, c'est égal à l'intégrale sur le volume de la masse volumique multipliée par la dérivée de 1/2 de V contracté avec V, c'est-à-dire l'accélération contractée avec la vitesse. Et en fait, on reconnaît la puissance virtuelle des efforts d'accélération dans le champ de vitesse réel que j'avais introduite dans le cours précédent. C'est-à-dire que si j'écris la puissance virtuelle des efforts d'accélération dans un champ de vitesse virtuel, on obtient l'intégrale sur le volume de la masse volumique fois l'accélération contractée avec v étoile, le champ de vitesse virtuel. Et si je remplace ce champ de vitesse virtuel par le champ de vitesse réel, j'obtiens la puissance réelle des efforts d'accélération. Et donc on vient de démontrer que la dérivée matérielle globale de l'énergie cinétique, ce n'était rien d'autre que la puissance des efforts d'accélération réels. Alors évidemment, ce résultat, on l'a obtenu parce qu'on a choisi la même inertie pour l'énergie cinétique et pour la puissance virtuelle des efforts d'accélération. Comme je vous avais dit, c'est le choix le plus commun et c'est évidemment le choix qu'on a fait pour le modèle de Cauchy. Alors on a déjà écrit que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique plus la dérivée temporelle de l'énergie interne, c'est égal à la puissance des efforts extérieurs plus les apports de chaleur. On vient de démontrer que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique, c'était la puissance des efforts d'accélération. Donc là, on a déjà la puissance des efforts extérieurs et la puissance des efforts d'accélération. Donc on va pouvoir utiliser le principe des puissances virtuelles qui nous dit que la puissance des efforts intérieurs plus la puissance des efforts extérieurs, c'est égal à la puissance des efforts d'accélération, où on a défini la puissance des efforts intérieurs comme la puissance virtuelle des efforts intérieurs dans le champ de vitesse réelle.
Donc finalement, en combinant ces trois équations, on obtient un bilan pour l'énergie interne, c'est-à-dire que la dérivée de l'énergie interne, c'est égal à moins la puissance des efforts intérieurs, plus les apports de chaleur. Alors les termes d'apport de chaleur restent des termes d'apport pour le bilan d'énergie interne. En revanche, la puissance des efforts intérieurs, vu que c'est intérieur, ça ne peut pas être un terme d'apport, et que c'est donc un terme de production du point de vue de l'énergie interne. C'est-à-dire que l'énergie interne ne se conserve pas, il y a un terme de production qui n'est rien d'autre que moins la puissance des efforts intérieurs. On fait maintenant l'hypothèse que l'énergie interne, c'est une énergie qui est attachée à la quantité de matière, donc on peut l'écrire sous forme d'une densité massique d'énergie interne. Donc ce n'est pas une hypothèse très lourde, c'est une hypothèse qui tombe sous le sens. C'est-à-dire que l'énergie interne totale, on peut l'écrire comme une intégrale sur le volume de la masse volumique fois une densité massique d'énergie interne. Ça veut dire que la dérivée temporelle de l'énergie interne, ça s'écrit comme l'intégrale sur le volume de la masse volumique fois la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie interne. Alors on avait vu dans le cours précédent que la puissance des efforts intérieurs s'écrivait comme moins l'intégrale sur le volume de sigma doublement contracté avec le taux de déformation. Donc cette écriture permet de donner une intégrale de volume, c'est ce qu'on cherche à faire pour obtenir une équation locale des bilans. Dans la même idée, on va dire que les apports de chaleur se décomposent en un terme de volume, c'est-à-dire l'intégrale sur le volume densité massique d'apport de chaleur, plus un terme de surface qui va s'écrire comme un flux de chaleur contracté avec la normale. Alors là, le signe moins est purement conventionnel, c'est pour obtenir les mêmes équations que tout le monde. Quand on a développé la théorie au 19e, eh bien on a mis un signe moins sur les apports de chaleur, donc on fait comme tout le monde, on met ce signe moins, mais il n'a pas de sens profond. Donc maintenant vous avez l'habitude, on va utiliser le théorème de la divergence pour se ramener à une intégrale de volume uniquement. Donc les apports de chaleur s'écrivent comme une intégrale sur le volume de la densité massique d'apport de chaleur moins la divergence du flux de chaleur. Donc je récapitule les quatre ingrédients. La dérivée temporelle de l'énergie interne qui s'écrit comme l'intégrale sur le volume de la masse volumique fois la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie interne. La puissance des efforts intérieurs qui s'écrit comme l'intégrale sur le volume de moins sigma doublement contracté avec le taux de déformation. Les apports de chaleur qui s'écrivent comme l'intégrale sur le volume d'une densité massique d'apport de chaleur moins la divergence du flux de chaleur, et le bilan d'énergie interne qui s'écrit simplement comme la dérivée de l'énergie interne qui est égale à moins la puissance des efforts intérieurs plus les apports de chaleur. Donc en combinant ces quatre équations, on obtient que l'intégrale sur le volume de ρ fois la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie interne, moins sigma doublement contracté avec le taux de déformation, moins la densité volumique des apports de chaleur plus la divergence du flux de chaleur, c'est égal à 0. Alors une fois encore, le raisonnement qu'on a tenu pour un certain nombre de particules qui occupent un volume oméga, on peut le faire pour n'importe quel ensemble de particules qui occupent n'importe quel volume oméga, et donc on peut retirer l'intégrale et obtenir la forme locale du premier principe de la thermodynamique, qui n'est rien d'autre que l'équation des bilans locales pour l'énergie interne. Donc on a la masse volumique multipliée par la dérivée de la densité massique d'énergie interne, moins sigma doublement contracté avec le taux de déformation, moins la densité volumique d'apport de chaleur, plus la divergence du flux de chaleur est égale à 0. Donc avec des idées très similaires, on va pouvoir écrire une équation des bilans locale pour l'entropie, et on va pouvoir écrire une version locale pour le second principe de la thermodynamique. Alors je réintroduis la notion d'entropie que j'avais déjà introduite dans un cours précédent. C'est un scalaire qu'on appelle S et qui mesure le nombre d'arrangements microscopiques possibles correspondant à un état macroscopique donné. Donc si on écrit le bilan d'entropie, on va écrire que S point, c'est un terme d'apport plus un terme de production d'entropie. Alors contrairement à l'énergie, l'entropie ne se conserve pas, on peut produire de l'entropie. Alors le second principe de la thermodynamique dit que par contre cette production doit être nécessairement positive. Le sens du second principe est de nature statistique, puisque je vous ai expliqué que quand le nombre d'arrangements microscopiques possibles augmente significativement pour créer un nouvel état macroscopique, il est statistiquement impossible de revenir à l'état macroscopique précédent, puisque le nombre d'arrangements microscopiques qui crée cet état macroscopique précédent est extrêmement faible devant le nombre d'arrangements microscopiques qui crée le nouvel état macroscopique. Donc statistiquement, c'est impossible d'y retourner. Donc finalement, cette notion d'entropie et le fait qu'on puisse produire de l'entropie caractérise l'irréversibilité du phénomène. Alors pour s'orienter vers une équation des bilans locale pour l'entropie, on va dire que l'entropie peut s'écrire comme l'intégrale sur le volume d'une masse volumique multipliée par une densité massique d'entropie. C'est-à-dire que l'entropie est attachée à la quantité de matière. À partir de cette écriture, j'utilise le petit théorème qu'on a démontré au début, c'est-à-dire que la dérivée temporelle de l'entropie, comme l'intégrale sur le volume de la masse volumique multipliée par la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie. Alors comme on travaille à l'échelle macroscopique, la moindre particule est en fait composée d'une multitude de particules élémentaires microscopiques. C'est-à-dire que pour n'importe quel volume qui comporte plusieurs particules macroscopiques, on est capable de définir une production volumique d'entropie. Et donc la production d'entropie de ce volume, ce n'est rien d'autre que l'intégrale sur le volume de la densité volumique de production d'entropie. Alors comme le second principe s'applique à n'importe quel volume élémentaire dans le domaine macroscopique, on va pouvoir dire que la forme locale du second principe de la thermodynamique s'écrit simplement comme la densité volumique de production d'entropie est positive.
Alors pour écrire l'équation des bilans locales d'entropie, il ne reste qu'à caractériser les termes d'apport d'entropie. Donc on avait vu que l'apport de chaleur permettait d'apporter de l'entropie. Alors le terme d'apport dépend de la température, puisque si on est à une température très basse avec très très peu d'agitation moléculaire, le fait d'apporter de la chaleur va créer de l'agitation moléculaire et apporter beaucoup d'entropie, tandis que si on a déjà une température très élevée avec une très grande agitation moléculaire, eh bien apporter de la chaleur supplémentaire va encore augmenter l'agitation moléculaire, mais apporter beaucoup moins d'entropie, puisque le nombre d'arrangements microscopiques qui permettent de créer cette situation-là était déjà énorme. Donc on va définir la température thermodynamique comme les apports de chaleur divisés par les apports d'entropie. Dit autrement, les apports d'entropie s'écrivent comme les apports de chaleur divisés par la température thermodynamique. Alors elle est évidemment en Kelvin et donc strictement positive. Donc si on reprend notre terme de densité volumique d'apport de chaleur et notre terme de flux de chaleur, on trouve un apport volumique d'entropie comme étant l'apport volumique de chaleur divisé par la température, et un apport surfacique qui va faire intervenir le flux de chaleur contracté avec la normale divisé par la température. Donc comme d'habitude, on va utiliser le théorème de la divergence pour se ramener à une intégrale de volume uniquement, et donc les apports d'entropie s'écrivent comme l'intégrale sur le volume de la densité volumique d'apport de chaleur divisé par la température, moins la divergence du flux de chaleur divisé par la température. Donc je réexpose tout ce qu'on a dit. La production d'entropie s'écrit comme l'intégrale d'une densité volumique de production. Les termes d'apport, c'est l'intégrale sur le volume des apports volumiques de chaleur divisé par la température moins la divergence du flux de chaleur divisé par la température. Et la dérivée matérielle globale de l'entropie s'écrit comme l'intégrale sur le volume de ρ fois la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie. Et l'équation des bilans d'entropie se lit comme la dérivée de l'entropie est égale au terme d'apport plus le terme de production. Et donc en combinant une fois encore ces quatre équations, l'intégrale sur le volume de ρ fois la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie, moins la densité volumique d'apport de chaleur divisée par la température, plus la divergence du flux de chaleur divisé par la température, moins la densité volumique d'entropie, tout ça intégré sur le volume vaut 0. Alors traditionnellement, la divergence du flux de chaleur divisé par la température, que j'ai noté en orange, se travaillait un petit peu pour modifier son expression, pour obtenir l'équation des bilans telle qu'on l'écrit habituellement. Alors une fois encore, ce calcul est extrêmement simple, il suffit d'écrire en composante la divergence d'un vecteur. Donc là en l'occurrence on a la somme sur j de la dérivée des qj divisé par t par rapport à xj. C'est encore la dérivée d'un produit, donc on a 1 sur t fois la dérivée de qj par rapport à xj, moins qj divisé par t au carré fois la dérivée de t par rapport à xj. Pour le premier terme, on reconnaît la divergence de q, le tout divisé par t, et le deuxième terme, on reconnaît q contracté avec le gradient de t, le tout divisé par t au carré. Donc en réinjectant ce terme orange dans l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, et en appliquant le raisonnement sur n'importe quel ensemble de particules, ce qui fait qu'on peut appliquer l'intégrale sur n'importe quel volume oméga, et donc on peut retirer finalement l'intégrale sur le volume, on obtient la forme locale du bilan d'entropie, c'est-à-dire la masse volumique fois la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie, moins la densité volumique d'apport de chaleur divisée par la température, plus la divergence du flux de chaleur divisé par la température, moins le flux de chaleur contracté avec le gradient de T, le tout divisé par T au carré, moins la densité volumique de production d'entropie vaut 0. Je vais donc conclure cette partie analyse thermodynamique d'un processus de déformation par l'écriture de l'équation des bilans locale. Cette équation n'est rien d'autre que la combinaison de l'équation des bilans locale de l'énergie interne et de l'équation des bilans locale de l'entropie. Alors comme j'ai dit, pour écrire une équation des bilans locale, on va essayer de combiner l'équation des bilans d'énergie interne et l'équation des bilans d'entropie. Si on réécrit ces deux équations, on voit que dans les deux cas apparaît la densité volumique d'apport de chaleur, et ça même si c'est considéré comme une donnée dans un problème de mécanique, c'est en fait relativement difficile de le connaître. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va essayer d'éliminer cette quantité entre les deux équations en multipliant le bilan local d'entropie par la température et en simplifiant dans les deux équations cette densité volumique d'apport de chaleur. Donc il nous reste à la fin une équation locale des bilans qui s'écrit sigma doublement contracté avec le taux de déformation moins la masse volumique multiplié par la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre moins la température multipliée par la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie moins le flux de chaleur contracté avec le gradient de la température divisé par la température est égal à la température multipliée par la densité volumique de production d'entropie. Vous voyez donc dans cette équation que la température multipliée par la densité volumique de production d'entropie, c'est à la dimension d'une puissance volumique. Alors on va travailler un petit peu cette équation en introduisant la densité massique d'énergie libre. Alors je vous rappelle que l'énergie libre, c'est l'énergie interne moins la température fois l'entropie, et donc la densité massique d'énergie libre, c'est égal à la densité massique d'énergie interne moins la température fois la densité massique d'entropie. Alors très souvent en thermodynamique des solides, on introduit l'énergie libre.
Parce que la variation dans le temps d'énergie libre correspond à la puissance récupérable par le système, c'est-à-dire qu'il ne se dissipe pas en chaleur, hein. Donc si on arrive à déformer à température constante, ça va permettre de qualifier la déformation des systèmes. Les matériaux réels, en fait, peuvent auto-échauffer, hein. Donc en fait, on a un couplage entre une dissipation plutôt liée à la déformation et une dissipation thermique. Mais l'idée de l'énergie libre, c'est de bien séparer ces deux contributions dans l'équation des bilans. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc on peut écrire la dérivée matérielle de la densité massique d'énergie libre. Ça donne la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie interne moins la dérivée temporelle de la température fois la densité massique d'entropie moins la température multipliée par la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie. Je vous rappelle simplement l'équation des bilans qu'on vient d'écrire et on peut donc réinjecter la formulation précédente avec l'énergie libre dans cette équation des bilans pour obtenir l'équation des bilans pour toute évolution possible, c'est-à-dire sigma doublement contracté avec le taux de déformation moins la masse volumique multiplié par la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre moins la dérivée temporelle de la température fois la densité massique d'entropie moins le terme thermique, c'est-à-dire le flux de chaleur contracté avec le gradient de température divisé par la température égale la puissance dissipée volumique, hein, c'est-à-dire la température multipliée par la production volumique d'entropie. Alors on écrit généralement l'équation des bilans sous cette forme, hein, et il faut bien comprendre que cette équation doit être vraie pour toute évolution possible. C'est-à-dire que considérant un état thermodynamique donné, on doit pouvoir valider cette équation pour toutes les dérivées temporelles qui sont atteignables par le système. Et en fait, elles ne sont pas toutes atteignables, il y a des choses qui sont interdites, notamment à cause des relations constitutives, hein. Le comportement impose certaines règles sur les dérivées temporelles des grandeurs thermodynamiques, hein. Typiquement, je vous donne l'exemple de l'élastoplasticité qu'on va revoir en détail dans un prochain cours, hein. On a ce qu'on appelle un domaine d'élasticité, hein. Donc à l'intérieur de ce domaine, qui est un domaine en contrainte, on peut évoluer comme on veut. Mais si on touche la frontière de ce domaine, on ne peut pas sortir du domaine et donc il y a des dérivées temporelles qui sont interdites par le comportement parce qu'on peut soit se promener sur la surface de ce domaine, soit rentrer à l'intérieur du domaine, mais on ne peut pas en sortir. Et donc, quand on est à la surface du domaine, toutes les évolutions imaginables ne sont pas possibles à partir de cet état. Certaines des évolutions, toutes celles qui nous font sortir du domaine, sont interdites par les relations constitutives et donc le comportement, hein. Alors ça peut avoir l'air anecdotique pour vous, mais en fait c'est relativement important parce qu'on utilise très souvent l'équation des bilans en considérant quelle que soit la dérivée temporelle de l'énergie libre ou de la température, et on en déduit des choses. Mais en fait, il faut bien s'assurer qu'il faut considérer des dérivées temporelles qui sont accessibles à partir de l'état qu'on a considéré. L'équation des bilans locales thermodynamiques qu'on vient d'écrire doit être valable pour toute évolution possible, et il faut vraiment insister sur le mot possible. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la production d'entropie est positive et ça caractérise l'irréversibilité du processus, hein. Ça c'est vraiment la caractéristique de la production d'entropie. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure aussi, la température multipliée par la densité volumique de production d'entropie, ça c'est homogène à une puissance dissipée volumique, et donc on va l'écrire comme ça dans l'équation, hein, c'est-à-dire qu'on va remplacer T multiplié par PS par la grandeur D qui est simplement la puissance dissipée volumique. Donc voilà la forme traditionnelle de l'équation des bilans locales de la thermodynamique, hein, qui synthétise à la fois le bilan d'entropie et le bilan d'énergie interne, et dans lequel on a inclus le premier et le second principe de la thermodynamique. Alors maintenant, cette équation des bilans, on peut avoir envie de l'écrire dans la configuration de référence, parce que jusqu'à présent, vous avez vu qu'on a utilisé des grandeurs eulériennes, notamment le taux de déformation, le tenseur de Cauchy, etc. Donc pour passer dans la configuration de référence, il va falloir utiliser le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et la dérivée temporelle de la déformation de Green-Lagrange à la place de la contrainte de Cauchy doublement contractée avec le taux de déformation. On avait justement défini le tenseur de Piola-Kirchhoff de telle sorte que sigma doublement contracté avec D divisé par la masse volumique dans la configuration actuelle était égal au tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff doublement contracté avec la dérivée temporelle de la déformation de Green-Lagrange divisé par la masse volumique dans la configuration de référence. Du coup, pour faire apparaître le tenseur de Piola-Kirchhoff dans l'équation des bilans locales, il suffit de multiplier par J et précontracté par F-1 et postcontracté par F de chaque côté de l'équation. Alors évidemment, hein, sur le terme de droite, comme c'est un scalaire, on a J F-1 contracté avec F, ça donne uniquement J, hein. Alors on écrit que sigma doublement contracté avec D, c'est égal à la trace de sigma contracté avec D. Et là on va simplement intercaler l'identité sous la forme de transposé F-1 contracté avec transposé de F. Donc ça donne la trace de sigma contracté avec la transposé de F-1 contracté avec transposé de F contracté avec D. Et ça on peut le rescinder en deux tenseurs doublement contractés entre eux, c'est-à-dire sigma contracté avec transposé de F-1 doublement contracté avec transposé de F contracté avec le taux de déformation. Alors en réinjectant ça dans l'équation des bilans locales qu'on a écrite en haut, et en précontractant par JF-1 d'un côté et en postcontractant par F de l'autre, on obtient JF-1 contracté avec sigma contracté avec transposé de F-1. Ici on reconnaît le tenseur de Piola-Kirchhoff, doublement contracté avec transposé de F contracté avec D contracté avec F, et là on reconnaît la dérivée temporelle de la déformation de Green-Lagrange.
Pour le terme scalaire en masse volumique multiplié par la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre plus la dérivée temporelle de la température fois la densité massique d'entropie, eh bien, comme on précontracte par F-1 et on postcontracte par F, il ne reste que J. Et donc on obtient J fois ρ, et ça on reconnaît la masse volumique dans la configuration de référence. Et il ne reste donc que le terme en flux de chaleur contracté avec le gradient de T divisé par T, précontracté par JF-1, postcontracté par F. Donc ça donne JF-1 contracté par le flux de chaleur. Ça, on définit le flux de chaleur dans la configuration de référence comme ça. Et ensuite, on obtient contracté avec le gradient de T contracté avec F. Et là, on reconnaît le gradient de la température par rapport à grand X, puisque jusqu'à présent, les gradients étaient pris par rapport à petit x, puisqu'on était dans la configuration actuelle. Et donc là, on reconnaît simplement que le gradient par rapport à grand X de la température, ça n'est rien d'autre que le gradient par rapport à petit x, contracté avec la dérivée de petit x par rapport à grand X, ce qui n'est rien d'autre que le gradient de la transformation grand F. De la même manière qu'on avait défini le flux de chaleur dans la configuration de référence comme JF-1 contracté avec Q, eh bien on va définir la production volumique d'entropie dans la configuration de référence, J fois la production volumique d'entropie dans la configuration actuelle. Et donc on obtient une puissance dissipée volumique dans la configuration de référence. Donc in fine, on obtient l'équation des bilans locale écrite dans la configuration de référence. Elle fait intervenir le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et la dérivée temporelle des déformations de Green-Lagrange, ça c'était attendu. Elle fait intervenir également la masse volumique dans la configuration de référence, le flux de chaleur dans la configuration de référence qu'on a défini et la puissance dissipée volumique dans la configuration de référence. Les autres quantités, notamment les dérivations, les gradients sont pris par rapport à grand X et non plus par rapport à petit x, et les quantités scalaires, elles, restent inchangées, notamment la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre, la dérivée temporelle de la température et la densité massique d'entropie. Alors à partir de cette équation locale des bilans thermodynamiques, on peut écrire l'inégalité de Clausius du M. Alors, il s'agit simplement d'écrire le second principe de la thermodynamique et de se rappeler que la production volumique d'entropie doit être positive et donc que la puissance dissipée volumique doit être positive. Et donc, on réécrit l'équation des bilans et on dit simplement que la dissipation est positive et que donc on a un premier terme qu'on appelle la dissipation intrinsèque qui correspond à sigma doublement contracté avec le taux de déformation moins la masse volumique multiplié par la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre plus la dérivée temporelle de la température fois la densité massique d'entropie. Ça, c'est la dissipation intrinsèque, moins le terme thermique, c'est-à-dire le flux de chaleur contracté avec le gradient de T divisé par T, ça on appelle ça la dissipation thermique. Tout ceci doit être positif. Donc on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait d'avoir introduit la densité massique d'énergie libre, ça a permis de scinder en deux l'équation des bilans, une partie thermique et une partie intrinsèque, de telle sorte que quand on n'a pas de flux de chaleur et quand la température est constante, on se retrouve bien avec le terme associé à la déformation, c'est-à-dire sigma doublement contracté avec le taux de déformation, qui va être directement relié avec psi point, c'est-à-dire la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre. Ce qu'on a fait techniquement, c'est que la densité massique d'énergie libre, ça a permis de faire disparaître dans l'équation des bilans la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie au profit de la dérivée temporelle de la température. Et donc ça favorise l'écriture de l'équation des bilans quand on est dans une situation où la température n'évolue pas. Je vais passer maintenant à l'objectivité, qui est une notion que je vais introduire pour définir mathématiquement ce que ça veut dire qu'une grandeur ne dépend pas fondamentalement de l'observateur. Alors on va voir maintenant que changer de référentiel, c'est changer d'observateur, et que ces changements de référentiel, ça revient finalement à appliquer une translation et une rotation rigide à la matière. Je vous présente ce petit schéma simplement pour vous convaincre que changer d'observateur avec un observateur qui est en train de tourner, de se déplacer par rapport à un autre autour d'un objet, ça revient exactement à se placer dans un référentiel fixe, et pour un observateur, il observe un objet, et pour le second observateur, il regarde un objet en train de tourner. Il y a une relation univoque entre le déplacement et rotation d'un observateur par rapport à un autre, et la description du mouvement d'un objet pour un observateur ou pour un autre en se plaçant dans un référentiel fixe. Donc, puisque c'est équivalent de considérer des rotations et des translations rigides de l'objet ou de changer d'observateur, on va dire simplement qu'on va considérer qu'on a changé d'observateur quand on a appliqué une translation et une rotation rigide à l'objet. Donc, on va considérer qu'on a changé d'observateur quand on a appliqué une rotation et une translation rigide. Ça veut dire qu'on va considérer la position pour le second observateur qu'on va appeler étoile, petit x étoile, comme étant obtenue à partir d'une rotation rigide, c'est-à-dire un tenseur orthogonal O étoile qui dépend du temps contracté avec la position petit x pour le premier observateur, plus une translation rigide B étoile qui dépend elle aussi du temps. Donc là, attention, on parle en trajectoire, donc c'est bien un tenseur orthogonal, il s'agit d'une trajectoire de rotation plus une translation. Il ne s'agit pas d'une vitesse de translation et d'une vitesse de rotation, auquel cas on aurait eu un tenseur antisymétrique et une vitesse de translation à la place d'un vecteur de translation.
Donc, puisqu'on a dit qu'on adoptait le point de vue où changer d'observateur, ça revenait finalement à faire tourner et translater la matière, on peut se dire qu'on a la même configuration de référence pour les deux observateurs et simplement ils ne voient pas la même trajectoire pour les particules. Ils ne déplacent pas l'objet de la même manière, ils le déforment de la même manière. En revanche, il y a une rotation et une translation rigide entre les deux. Du coup, puisque les transformations sont différentes, on a petit x étoile qu'on va écrire comme phi étoile de grand X et du temps, avec grand X qui est le même pour les deux observateurs, puisqu'on a la même configuration de référence pour les deux observateurs, qui est égal à un tenseur orthogonal O étoile, contracté avec petit x, c'est-à-dire phi de grand X et du temps, x étant le même dans les deux cas, plus b étoile qui correspond à la translation rigide. En prenant le gradient de cette expression, on obtient que f étoile de grand X et du temps, c'est égal à O étoile contracté avec f de grand X et du temps. Et cette relation, il faut la mettre dans un coin de votre tête puisqu'on va l'utiliser plusieurs fois dans la suite. Alors je vais définir maintenant l'objectivité pour les champs scalaires en s'inspirant d'un exemple simple qui est qu'un élément de volume doit être objectif. On ne veut pas que les éléments de volume dépendent de l'observateur. Alors comme j'ai dit, on va définir la notion d'objectivité en se fondant sur un exemple qui est simplement qu'un élément de volume doit être objectif et ne doit pas dépendre de l'observateur. Donc l'élément de volume pour l'observateur 1, c'est d oméga qui est égal à déterminant de f fois d oméga 0. Et l'élément de volume vu par le second observateur, c'est d oméga étoile égale déterminant de f étoile fois d oméga 0. D oméga 0 est le même dans les deux cas puisque je vous rappelle, on se réfère à la même configuration de référence. Je vous rappelle que f étoile c'est égal à O étoile contracté avec f et que donc déterminant de f étoile c'est déterminant de O étoile contracté avec f. Le déterminant de A contracté avec B c'est le déterminant A fois le déterminant de B. Donc là ça donne le déterminant de O étoile qui vaut 1 puisque c'est un tenseur orthogonal fois le déterminant de f étoile. Donc finalement, on obtient que d oméga, vu par le premier observateur, c'est égal à d oméga étoile vu par le second observateur. Donc on va définir l'objectivité d'un champ scalaire comme ça. Un champ scalaire est objectif si et seulement si f étoile de petit x étoile et du temps est égal à f étoile de petit x et du temps. C'est-à-dire que les champs sont identiques dans leur système de coordonnées respectifs. Alors je vous donne quelques exemples de champs scalaires qui vont être objectifs par définition. C'est-à-dire qu'on va les définir comme objectifs, puisqu'il n'y a pas vraiment de démonstration que ces champs sont objectifs. Donc par définition, on va dire par exemple que la masse volumique est identique pour n'importe quel observateur dans leur système de coordonnées respectifs. Pareil pour la température, pour la densité massique d'énergie interne, pour la densité massique d'entropie ou les apports volumiques de chaleur par exemple. Donc ça tombe un peu sous le sens, mais il faut bien voir que c'est une définition du changement d'observateur pour ces quantités-là. Je vais passer maintenant à la définition de l'objectivité pour les champs vectoriels en m'inspirant de nouveau d'un exemple simple qui est qu'un vecteur matériel doit être objectif. C'est-à-dire que pour un observateur ou pour un autre, un vecteur matériel doit apparaître identique à la rotation près entre ces deux observateurs. Alors comme j'ai dit, on va définir l'objectivité pour les vecteurs à partir des vecteurs matériels. Donc on considère un vecteur matériel dm pour le premier observateur, qu'on va écrire dm égale f contracté avec dm0. Ça c'est une relation qu'on avait vue la dernière fois. Et pour le second observateur, on a dm étoile égale à f étoile contracté avec dm0. Là encore, dm0 c'est le même, puisque la configuration de référence est la même dans les deux cas. Je vous rappelle qu'on a f étoile égale O étoile contracté avec f. Du coup on obtient dm étoile égale O étoile contracté avec dm. Comme on veut que le vecteur matériel soit par définition objectif, on va définir l'objectivité d'un champ vectoriel comme ça. Un champ vectoriel f de petit x et du temps est objectif si et seulement si f étoile de x étoile et du temps est égal à O étoile de t contracté avec f de x et du temps. On se rend compte que du coup les deux observateurs voient le même vecteur à la rotation près entre les deux observateurs. C'est-à-dire qu'on a simplement fait un changement d'axe, entre les deux observateurs on a plus ou moins tourné la tête et donc on ne voit pas le vecteur dans la même direction. En revanche, il s'agit bien du même vecteur, il a la même longueur et il part bien de la même particule grand X dans la configuration de référence. Alors je vais vous donner quelques exemples de champs de vecteurs qui ne sont pas objectifs. Donc la position n'est pas objective, puisqu'on avait vu que phi étoile de grand X et du temps, c'est égal à O étoile contracté à phi de grand X et du temps, plus une translation. Et donc cette translation fait qu'on ne vérifie pas la définition de l'objectivité pour les champs de vecteurs. De la même manière, on peut calculer le champ de vitesse à partir de là, il suffit de dériver par rapport au temps. On obtient que V étoile, c'est O étoile de t contracté avec V, plus O point étoile contracté avec phi, plus B point étoile. Alors ça, on voit que ce n'est pas objectif, puisqu'il y a ce terme O point étoile contracté avec phi, plus B point étoile qui ne fait pas partie de la définition. Et on peut retravailler un peu ce terme pour faire apparaître un tenseur antisymétrique, c'est-à-dire la vitesse de rotation. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Le champ de vitesse fait apparaître une vitesse de rotation, donc un tenseur antisymétrique, et c'est ça qui n'est pas objectif. Donc en réutilisant l'expression du haut, on obtient que phi de grand X et du temps, c'est transposé de O étoile, puisque je vous rappelle que O-1 étoile, c'est transposé de O étoile, puisque le tenseur est orthogonal, contracté avec phi étoile de grand X et du temps, moins B étoile.
En réinjectant ça dans l'expression de la vitesse v étoile, on obtient que v étoile, c'est O étoile contracté avec v, ça c'est la partie objective, plus O étoile point contracté avec transposé de O étoile, ça c'est un tenseur antisymétrique, contracté avec phi étoile moins b étoile plus b étoile point. Donc on voit qu'il y a deux éléments qui ne sont pas objectifs dans le champ de vitesse, la vitesse de translation et la partie rotation avec le tenseur antisymétrique O point étoile contracté avec transposé de O étoile. Alors pour se rendre compte que c'est un tenseur antisymétrique, il suffit de se rappeler que O étoile est orthogonal, c'est-à-dire que transposé de O étoile contracté avec O étoile vaut l'identité, donc si vous prenez la dérivée par rapport au temps de ça vous fait la dérivée d'un produit égale 0. Et donc ça vous donne que O étoile point contracté avec transposé de O étoile, c'est égal à moins O étoile contracté avec transposé de O étoile point. Et donc c'est bien un tenseur antisymétrique. Alors maintenant qu'on a vu des champs vectoriels qui n'étaient pas objectifs, je vous montre comment construire des champs vectoriels objectifs. Typiquement en prenant un champ scalaire objectif, c'est-à-dire f point scalaire de x étoile et du temps est égal à f scalaire de x et du temps. Donc en prenant le gradient par rapport à x étoile de f étoile, on obtient le gradient par rapport à petit x de f contracté avec la dérivée de x par rapport à x étoile. Puisqu'on est en train de dériver par rapport à x étoile, on dérive d'abord par rapport à x et ensuite on dérive x par rapport à x étoile, c'est simplement la dérivée d'une fonction composée. Alors ce terme d rond x sur d rond x étoile, on peut le calculer à partir de la relation de base, c'est-à-dire x étoile égale O étoile contracté avec x plus b étoile. Ça, en inversant cette relation, on obtient simplement que x est égal à transposé de O étoile contracté avec x étoile moins b étoile entre parenthèses. Et donc, en prenant le gradient par rapport à x étoile de cette expression, on obtient simplement la dérivée de x par rapport à x étoile, c'est égal à la transposée de O étoile. Alors en réinjectant ça dans mon expression du gradient de f étoile par rapport à x étoile, on obtient simplement le gradient de f par rapport à petit x contracté avec transposé de O étoile, et ça on peut le réécrire comme O étoile contracté avec le gradient de f par rapport à petit x. Donc là encore, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette reformulation, écrivez-le en composante, vous allez voir que ça vient tout seul. Du coup, en conclusion, on sait que le gradient d'un champ scalaire objectif est objectif. Le gradient d'un champ scalaire, c'est un vecteur, et on vient de montrer que c'est un vecteur qui était objectif. Donc ça veut dire que puisqu'on a dit par exemple que la masse volumique ou la température étaient par définition des champs scalaires objectifs, leurs gradients sont par construction des champs objectifs, puisqu'on vient de montrer que le gradient d'un champ scalaire objectif était objectif. En revanche, si on pense au flux de chaleur, on ne l'a pas défini comme le gradient d'un champ scalaire. Du coup, on va poser par définition que le flux de chaleur est objectif. C'est-à-dire qu'on va définir un flux de chaleur pour l'observateur étoile, Q étoile, qui va être égal à O étoile contracté avec le flux de chaleur pour le premier observateur. Ça, c'est une définition du changement de repère pour le flux de chaleur. Alors vous voyez bien que cette définition, elle tombe sous le sens, puisqu'on a simplement défini le flux de chaleur dans le nouveau repère comme le précédent flux de chaleur réorienté de la rotation entre les deux repères. Je vais finalement passer à la définition de l'objectivité pour les tenseurs d'ordre 2 en m'inspirant de nouveau d'un exemple archétypique, c'est-à-dire un vecteur matériel tensoriel à un autre vecteur matériel, ça fait un tenseur d'ordre 2 qui doit être objectif, c'est-à-dire apparaître identique pour un observateur ou pour un autre au changement de base près entre ces deux observateurs. Alors on va définir l'objectivité d'un tenseur d'ordre 2 en s'appuyant sur dm1 tensoriel dm2 avec dm1 et dm2 deux vecteurs matériels. On va utiliser le fait qu'un vecteur matériel est objectif, c'est-à-dire que dm1 étoile dans le second repère c'est O étoile contracté avec dm1, dm2 étoile dans le second repère c'est O étoile contracté avec dm2, qu'on peut encore réécrire dm2 contracté avec transposé de O étoile. Du coup, le tenseur d'ordre 2 dm1 étoile tensoriel dm2 étoile, on peut l'écrire comme O étoile contracté avec le tenseur d'ordre 2 dm1 tensoriel dm2 contracté avec transposé de O étoile. Donc puisque par définition on veut que dm1 tensoriel dm2 soit objectif, on va définir l'objectivité d'un champ tensoriel d'ordre 2 comme étant f d'ordre 2 est objectif si et seulement si f étoile de x étoile et du temps est égal à O étoile contracté avec f de x et du temps contracté avec transposé de O étoile. Là encore, vous voyez que la définition de l'objectivité pour les tenseurs d'ordre 2 correspond simplement à un changement de repère entre l'observateur 1 et l'observateur 2. On précontracte par un tenseur orthogonal et on postcontracte par ce tenseur orthogonal, donc on a simplement fait un changement de base dans l'histoire. Alors là encore, je vous donne des exemples de tenseurs d'ordre 2 non objectifs. Je commence par le gradient de la transformation, puisqu'on avait vu que f étoile c'est égal à O étoile contracté avec f. Il manque la transposée de O étoile pour que ça fasse un tenseur objectif, donc le gradient de la transformation n'est pas objectif. Le gradient de la vitesse n'est pas non plus objectif. On avait vu la dernière fois qu'il y avait un tenseur antisymétrique qui faisait que ça n'était pas objectif. J'avais dit ça plus ou moins avec les mains. Maintenant, je vous le démontre. Simplement, la vitesse est égale à O étoile contracté avec V plus O point étoile contracté avec phi de x et du temps, plus B point étoile. Quand je prends le gradient par rapport à x étoile de ce truc-là, ça me donne O étoile contracté avec le gradient par rapport à petit x de V, contracté avec la dérivée de x par rapport à x étoile, je vous rappelle c'est simplement une dérivée composée, la dérivée de x par rapport à x étoile, on avait déjà calculé ce truc là, c'était transposé de O étoile, plus
au point étoile contracté avec le gradient de phi par rapport à grand X contracté avec d rond grand X sur d rond x étoile. Là encore, c'est la dérivée d'une fonction composée. Donc le gradient par rapport à grand X de phi, ça n'est rien d'autre que transposé de O étoile contracté avec F étoile. Et la dérivée de grand X par rapport à X étoile, ça n'est rien d'autre que F étoile moins 1. Donc ça c'est évident, hein, puisque la dérivée de X étoile par rapport à grand X, ça n'est rien d'autre que F étoile par définition. Finalement, on obtient que le gradient de V étoile par rapport à X étoile, ça n'est rien d'autre que O étoile contracté avec le gradient de V par rapport à petit x, contracté avec la transposée de O étoile. Cette partie, elle est bien objective, mais on a un terme en plus qui est en O point étoile contracté avec transposée de O étoile, et ça c'est un tenseur antisymétrique. Donc on retombe sur ce que je vous expliquais avec les mains la dernière fois, le gradient du champ de vitesse n'est pas objectif parce qu'il fait intervenir une vitesse de rotation, donc un tenseur antisymétrique qui lui n'est pas objectif. Alors c'est pour ça qu'on avait finalement introduit le tenseur de dilatation de Cauchy, hein, c'était pour essayer de se ramener à quelque chose d'objectif. Et on voit quand on reprend la définition du tenseur de dilatation de Cauchy, hein, c'est C étoile pour le second observateur, c'est égal à transposé de F étoile contracté avec F étoile. Et ça, compte tenu de la relation entre F étoile et F, on obtient transposé de F contracté avec transposé de O étoile contracté avec O étoile contracté avec F. Vu que O étoile est un tenseur orthogonal, sa transposée contractée avec lui-même, c'est l'identité. Et donc on obtient que C étoile, c'est égal à C. Les tenseurs de dilatation de Cauchy ne sont pas objectifs du point de vue des tenseurs d'ordre 2. En revanche, chaque composante scalaire du tenseur de dilatation de Cauchy est objective, puisque l'objectivité pour les scalaires, c'est simplement l'identité entre les deux observateurs, et donc là on voit bien que C étoile étant égal à C, chaque composante est objective. Alors je vous rappelle qu'en Eulérien, on avait introduit le taux de déformation comme un tenseur objectif pour justement réparer le fait que le gradient de la vitesse n'était pas objectif. Donc je vais vous démontrer proprement que le taux de déformation est bien un tenseur objectif. On a la partie symétrique du gradient du champ de vitesse. Et donc comme le gradient du champ de vitesse s'écrivait O étoile contracté avec le gradient du champ de vitesse pour le premier observateur contracté avec transposé de O étoile, plus un tenseur antisymétrique qui était O point étoile contracté avec transposé de O étoile, eh bien, en prenant la partie antisymétrique de ce gradient, on voit tout de suite que la partie antisymétrique va s'annuler, hein, puisque la partie symétrique d'un tenseur antisymétrique vaut 0. Et donc D étoile, c'est bien égal à O étoile contracté avec D contracté avec transposé de O étoile. Donc on a bien un tenseur objectif, hein, le taux de déformation est bien objectif. Alors de la même manière qu'on avait dit que le flux de chaleur était objectif par définition, c'est-à-dire qu'entre les deux observateurs il suffisait de tourner le flux de chaleur pour obtenir le nouveau flux de chaleur dans le nouveau référentiel, et bien on va dire la même chose du tenseur de contrainte de Cauchy, puisqu'on n'a pas d'autre moyen de le faire, on ne peut pas démontrer que c'est objectif, on va poser qu'il est objectif, c'est-à-dire que le tenseur de contrainte de Cauchy dans un nouveau référentiel étoile, c'est O étoile contracté avec sigma dans le premier référentiel, contracté avec la transposée de O étoile. Donc là encore, cette définition, elle tombe sous le sens, hein, puisqu'il s'agit simplement d'un changement de base. Alors je vais passer maintenant au dernier aspect important du cours, c'est-à-dire l'écriture des relations constitutives, ce qu'on appelle plus vulgairement le comportement. Et on va voir comment ces relations constitutives sont fortement contraintes par l'écriture du principe de l'indifférence matérielle, c'est-à-dire qu'on va imposer que les grandeurs constitutives sont des grandeurs objectives. Alors je vais introduire quelques notations pour bien faire la différence entre l'histoire d'une grandeur en une position x fixée au cours du temps, ou alors la distribution d'une grandeur dans tout le domaine à un instant t fixé, ou encore l'histoire d'une distribution dans tout le domaine au cours du temps. Alors pour les notations, je vais considérer une grandeur g quelconque, et je vais considérer l'histoire de cette grandeur g en un x fixé jusqu'à l'instant t. Et donc c'est la fonction que je vais appeler g indice grand x, qui a taux appartenant à l'intervalle 0t, associe g de grand x et du temps, avec petit taux le temps. On peut aussi définir la distribution d'une grandeur à l'instant t, c'est-à-dire la fonction g indice petit t, qui, à x appartenant au domaine de référence, associe petit g de grand x et du temps. Et enfin, on peut définir l'histoire de la distribution sur le domaine de référence jusqu'à l'instant t, qui n'est rien d'autre que la fonction g, qui, à grand x et à taux appartenant au produit cartésien du domaine de référence et de l'intervalle 0t, associe g de grand x et de taux. Donc ces notations, comme j'ai dit, ne servent qu'à une seule chose, c'est-à-dire à spécifier très clairement de quoi vont dépendre les relations constitutives quand on va les écrire. Alors on va définir maintenant nos inconnues principales, c'est-à-dire les grandeurs qui sont observables dans le processus de déformation. Alors on va définir les inconnues principales comme étant les grandeurs observables dans notre problème. Donc quand on considère un processus jusqu'à l'instant t dans le domaine oméga 0, on va considérer l'histoire de la distribution de la position, ça c'est bien une grandeur qui est observable, et une deuxième grandeur observable dont va dépendre tout le reste, c'est l'histoire de la distribution de la température dans le domaine jusqu'à l'instant t. On va passer maintenant à l'écriture des données, c'est-à-dire l'écriture des grandeurs qui sont obtenues par une analyse extérieure au problème et qui, du point de vue du problème, sont connues à l'avance. Alors pour les données, on va considérer l'histoire de la distribution des forces massiques qui s'appliquent au domaine et qui interviennent dans la puissance virtuelle des efforts extérieurs.
Alors on va également considérer l'histoire de la distribution des apports volumiques de chaleur. Je vous avais dit que c'était une grandeur qui était particulièrement difficile à obtenir par l'extérieur, mais on considère quand même que c'est une donnée du problème. Alors on va passer maintenant aux inconnus secondaires, ce qu'on avait appelé les grandeurs constitutives. Ces grandeurs interviennent dans le problème de mécanique, mais ne sont pas directement observables. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il va falloir les déduire des grandeurs observables. Et enfin, tout le reste, tout ce qui n'est pas une grandeur observable ou une donnée du problème, on va appeler ça une inconnue auxiliaire, c'est-à-dire une grandeur constitutive. Ces grandeurs interviennent dans la formulation du problème et sont essentielles pour résoudre le problème. En revanche, elles ne sont ni connues par l'extérieur, ni directement observables. Donc on comprend bien qu'on doit faire l'hypothèse que ces grandeurs constitutives sont liées d'une manière ou d'une autre aux grandeurs observables. Sans ça, on serait bloqué, puisque ces grandeurs constitutives ne sont ni observables ni connues par l'extérieur. Alors dans le modèle qu'on a construit, on trouve l'histoire de la distribution de la densité massique d'énergie interne, l'histoire de la distribution des flux de chaleur, l'histoire de la distribution des contraintes de Cauchy, l'histoire de la distribution de densité massique d'entropie et l'histoire de la distribution de la densité volumique de production d'entropie. On voit que ces grandeurs constitutives sont des grandeurs thermodynamiques où le tenseur des contraintes de Cauchy, qui apparaît comme le préfacteur du gradient du champ de vitesse dans la puissance virtuelle des efforts intérieurs, est donc une grandeur abstraite également. Alors on va passer maintenant à une écriture très générale des relations constitutives qui permettent justement d'écrire ce lien entre les grandeurs constitutives et les grandeurs observables. Alors en toute généralité, les relations constitutives, c'est une fonctionnelle qui prend comme argument deux fonctions qui ne sont rien d'autre que les grandeurs observables, c'est-à-dire l'histoire de la distribution de la position et l'histoire de la distribution de la température, et qui associe l'histoire de la distribution de la grandeur constitutive qu'on cherche à évaluer. Donc la relation constitutive, c'est une fonctionnelle qui prend en argument deux fonctions et qui associe une fonction. On introduit donc 5 relations constitutives, une pour la densité massique d'énergie libre, une pour le flux de chaleur, une pour la contrainte de Cauchy, une pour la densité massique d'entropie et une dernière pour la densité volumique de production d'entropie. Donc vous pouvez voir que les relations constitutives, c'est sensiblement plus compliqué et général que ce que vous aviez appelé le comportement dans votre cours de mécanique des milieux continus, qui était une simple relation entre le tenseur de déformation élastique et le tenseur des contraintes de Cauchy. Alors ce qu'on peut observer, c'est tel que je les ai définies, ces relations constitutives sont non locales. En effet, puisque l'histoire de la distribution de la grandeur constitutive qu'on cherche à évaluer dépend de l'histoire de la distribution de la position et de l'histoire de la distribution de la température, en un point x donné, potentiellement en une position x donnée, la grandeur constitutive dépend de ce qu'il se passe très loin de cette position-là, puisque la relation constitutive fait intervenir toute l'histoire de la distribution de la position et toute l'histoire de la distribution de la température. Alors il y a un problème intuitif qui est associé à cette non-localité des relations constitutives, c'est que potentiellement le matériau à la position x ne sait pas ce qu'il se passe loin de x. Et donc pour la plupart des matériaux, on a bien envie d'écrire davantage des relations locales plutôt que non locales, c'est-à-dire que la grandeur constitutive qu'on cherche à évaluer ne doit dépendre que de l'histoire des observables près de x. Alors pour formaliser ce que je viens de dire, c'est-à-dire caractériser ce près de x, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de considérer un voisinage infinitésimal, et donc on va parler du gradient de l'histoire des observables autour de x. Mais dans certaines situations, on va vouloir définir des voisinages plus grands, c'est-à-dire de taille finie, et on va appeler ces comportements non locaux d'une certaine manière, puisqu'on ne sera pas sur un voisinage infinitésimal. Dans la suite de ce cours, je vais faire l'hypothèse des matériaux simples, c'est-à-dire un comportement local où le voisinage est infinitésimal, c'est-à-dire que les inconnus auxiliaires, donc les grandeurs constitutives qu'on cherche à évaluer en x à l'instant t, sont des fonctions locales du processus. C'est-à-dire que ce sont des fonctions de l'histoire de phi à la position x et de l'histoire du gradient de phi à la position x, de l'histoire de la température en x et de l'histoire du gradient de la température en x. Ces gradients viennent caractériser le fait qu'on reste dans le voisinage infinitésimal de la particule x. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, au lieu de parler de l'histoire de la distribution tout entière, on parle de l'histoire en un x fixé. Et c'est ça qui caractérise la localité du comportement. On fixe x et on dit que la grandeur constitutive dépend de l'histoire à la position x des grandeurs observables et de leur gradient pour considérer le petit voisinage infinitésimal autour de la position x. Du coup, dans ce cadre-là, dans l'hypothèse des matériaux simples, les relations constitutives dépendent de la position x qui est fixée et prennent comme argument l'histoire des observables à la position x et leur gradient. On associe à ces histoires des observables et de leur gradient simplement la valeur à l'instant t à la position petit x correspondant à grand x de la grandeur constitutive qu'on cherche à évaluer. Donc finalement, la relation constitutive, c'est une fonctionnelle qui prend comme argument 4 fonctions qui dépendent du temps et elle associe un scalaire pour le cas de l'énergie interne, de l'entropie ou de la production d'entropie, un vecteur pour le cas du flux de chaleur ou un tenseur d'ordre 2 pour le cas des contraintes de Cauchy.
Attention, on n'associe plus l'histoire de la distribution des grandeurs constitutives, on associe simplement la valeur de la grandeur constitutive à la position cherchée à l'instant t. Et on dit que cette valeur dépend de l'histoire des observables et de leur gradient à la position x. Alors je vais finir ce cours avec le principe d'indifférence matérielle. Ce principe consiste à dire que puisque la matière ne sait pas qu'elle est observée, les grandeurs constitutives doivent être objectives. Alors on va voir que ce principe implique des restrictions assez fortes sur les relations constitutives qu'on est capable de décrire. Alors je vous rappelle la relation qu'on avait établie au début entre deux observateurs. X étoile d'un observateur étoile, c'est égal à O étoile, un tenseur de rotation, contracté avec X, plus B étoile, simplement une translation. Le principe d'indifférence matérielle, ça revient à dire que les grandeurs constitutives sont objectives. Donc pour toutes les grandeurs scalaires, là j'ai pris la densité massique d'énergie interne, mais ce serait vrai pour la densité massique d'entropie ou la densité volumique de production d'entropie, on dit que la densité massique d'énergie interne est la même pour un observateur ou pour un autre. Donc on voit bien que ça va restreindre énormément la relation constitutive qu'on est capable d'écrire, puisque la même relation constitutive à la position grand X, quand on l'évalue sur l'histoire des observables et de leur gradient à la position x pour un observateur, ça doit donner exactement la même chose que cette même fonctionnelle évaluée sur l'histoire des observables et de leur gradient à la position x pour un autre observateur. C'est très important de noter qu'il s'agit de la même fonctionnelle, il n'y a qu'une relation constitutive. Ce qui change entre les observateurs, c'est l'histoire des observables qu'on va mettre à l'intérieur de cette fonctionnelle. Du coup, cette relation d'égalité entre la fonctionnelle évaluée sur l'histoire des observables et leur gradient en x et l'histoire de ces mêmes observables mais pour un autre observateur doit être validée quelle que soit la rotation et quelle que soit la translation de l'observateur. Donc on va pouvoir faire des choix pour le tenseur de rotation et pour la translation qui vont nous permettre de conclure assez facilement des propriétés générales que doivent vérifier les relations constitutives. Le premier choix d'observateur qu'on va faire suit la particule sans tourner, c'est-à-dire que sa rotation, c'est l'identité, et que quel que soit le temps dans l'intervalle 0t, c'est moins la position petit x, c'est-à-dire moins phi de grand x. Donc en utilisant la relation entre petit x étoile et petit x, on trouve que l'histoire de phi étoile à la position grand x vaut nécessairement 0, que l'histoire de f étoile est égale à l'histoire de f à la position x, et de même, puisque la température est objective, on trouve que t étoile c'est égal à t, le gradient de t étoile est égal au gradient de t, puisqu'on dérive par rapport à grand x. Et donc là, il n'y a pas d'histoire de champ objectif ou non, puisqu'on dérive par rapport à grand x. Comme t étoile égale t, eh bien le gradient par rapport à grand x de t étoile et le gradient par rapport à grand x de t sont égaux. Donc avec cet observateur particulier, on a déterminé que quelle que soit l'histoire de phi à la position x, la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de phi, l'histoire de f, l'histoire de t et l'histoire du gradient de t, ça doit être égal à la fonctionnelle évaluée en 0. Et donc on trouve que cette fonctionnelle doit être nécessairement indépendante de l'histoire de phi en x. Donc la relation constitutive ne peut pas dépendre de l'histoire de la position de la particule. Alors on va considérer un deuxième observateur. Alors pour utiliser ce deuxième observateur, il faut utiliser un théorème de décomposition, c'est-à-dire que le gradient de la transformation peut s'écrire toujours comme une rotation, donc un tenseur orthogonal, contracté avec une déformation pure, c'est-à-dire un tenseur diagonal. On va donc choisir un observateur qui tourne avec la particule, mais ne se déplace pas, c'est-à-dire que la rotation de l'observateur c'est transposé de r, et la translation de l'observateur c'est 0. Donc je vous rappelle que f étoile c'est égal à O étoile contracté avec f, on remplace O étoile par transposé de r et on remplace f par r contracté avec u, et on obtient que f étoile c'est égal à u. Donc l'histoire en x de f étoile est égale à l'histoire en x de u. Donc finalement, quelle que soit l'histoire de la rotation en x, la fonctionnelle évaluée sur Rx contracté à Ux et Tx gradient de Tx, c'est égal à la fonctionnelle évaluée en Ux de Tx et gradient de Tx. Donc ça veut dire que cette fonctionnelle ne dépend pas de l'histoire de la rotation en x. Elle dépend en revanche de l'histoire de la déformation pure en x. Alors ce que je viens de faire, c'est valable pour toutes les fonctionnelles scalaires, c'est-à-dire l'énergie interne, la densité massique d'entropie et la production d'entropie. Donc ces relations constitutives, je rappelle, ne dépendent pas de l'histoire de la position au point x et ne dépendent pas non plus de l'histoire de la rotation au point x. Alors ce travail qu'on a fait pour les grandeurs scalaires, on va le faire maintenant pour les grandeurs vectorielles, c'est-à-dire le flux de chaleur. Et on écrit l'objectivité du flux de chaleur, c'est-à-dire que Q étoile, c'est égal à O étoile contracté avec Q. Donc c'est-à-dire que la fonctionnelle qui constitue la relation constitutive, qu'elle soit évaluée pour un observateur ou pour un autre, doit vérifier la relation Q étoile égale O étoile contracté avec Q. Le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure pour dire que cette fonctionnelle ne pouvait pas dépendre de l'histoire de la position reste absolument inchangé, donc je ne le refais pas. L'histoire de la fonctionnelle pour le vecteur flux de chaleur ne dépend pas de l'histoire de la position pour exactement la même raison que pour les grandeurs scalaires. Ça tient simplement au fait qu'on avait choisi un observateur dont la rotation est égale à l'identité. Donc quand on contracte par identité, on ne change pas un vecteur.
En revanche, en considérant le second observateur, celui dont la rotation est égale à la transposée de la rotation de la matière et dont la translation était égale à 0, on avait obtenu que l'histoire de F étoile était égale à l'histoire de la déformation pure. Et donc, quelle que soit l'histoire de la rotation de la matière, la fonctionnelle évaluée sur l'histoire du gradient de la transformation, c'est égal à transposée de O étoile, en l'occurrence R de x et de t, contractée avec la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de la déformation pure. Donc on obtient finalement que le flux de chaleur, cette grandeur constitutive, ne dépend pas de l'histoire de la rotation de la matière, mais ne dépend que de la rotation de la matière à l'instant t. Ça, c'est tout simplement dû au fait que la rotation de l'observateur suit la rotation de la particule dans la formulation qu'on a donnée, et que donc la transposée de O étoile est bien égale à la rotation en x à l'instant t, puisque cette fonctionnelle est évaluée à l'instant t. Donc la formulation du flux de chaleur fait apparaître cette rotation à l'instant t, non pas l'histoire de la rotation, comme un préfacteur de la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de la déformation pure. Alors il reste finalement à traiter le cas tensoriel d'ordre 2 pour les contraintes de Cauchy. Donc je vous rappelle la définition de l'objectivité pour un tenseur d'ordre 2. Sigma étoile, ça doit être égal à O étoile contracté avec sigma contracté avec transposé de O étoile. Et donc les relations constitutives qui donnent la valeur du tenseur de Cauchy doivent vérifier cette relation quand on les évalue sur un observateur ou sur un autre. Donc pour exactement les mêmes raisons que précédemment, cette fonctionnelle ne peut pas dépendre de l'histoire de la position. Et si on reprend notre second observateur, celui qui tourne en même temps que la matière, c'est-à-dire O étoile égale transposé de R et la translation vaut 0, on obtient toujours que F étoile c'est égal à la déformation pure U. Et donc, quelle que soit l'histoire de la rotation de la matière, la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de F est égale à la transposée de O étoile, c'est-à-dire R évaluant x et autant t, contractée avec la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de la déformation pure et post-contractée par O étoile, c'est-à-dire transposée de R évaluant x et autant t. Je vous rappelle que c'est évalué autant t, puisque cette fonctionnelle elle est évaluée autant t. Et donc on voit finalement exactement la même chose que pour le flux de chaleur. Les contraintes de Cauchy ne dépendent pas de l'histoire de la rotation de la matière, mais ne dépendent que de la rotation actuelle. Donc voilà pour résumer l'ensemble des relations constitutives qu'on a établies et des restrictions qu'on a pu établir dessus. Aucune des relations constitutives ne peut dépendre de l'histoire de la position. Les relations constitutives scalaires ne dépendent que de l'histoire de la déformation pure, et évidemment aussi de l'histoire de la température et de l'histoire du gradient de la température. La grandeur constitutive vectorielle pour le flux de chaleur dépend de l'histoire de la déformation pure et de la rotation actuelle. Elle ne dépend pas de toute l'histoire de la rotation. Et c'est la même chose pour la relation constitutive tensorielle d'ordre 2 pour les contraintes de Cauchy. Alors vous voyez qu'on a écrit les grandeurs constitutives dans la configuration actuelle, elles dépendent de petit x et font référence à la configuration actuelle, avec des fonctionnels qui sont des fonctions des histoires des observables dans la configuration de référence. C'est pour ça qu'on avait pris le gradient par rapport à grand x. Donc finalement, on se dit que ça peut être une bonne idée d'écrire ces grandeurs constitutives dans la configuration de référence, puisque ce sont des fonctions finalement des histoires des observables dans la configuration de référence. Alors pour l'énergie interne, la relation entre la configuration de référence et la configuration actuelle est facile puisque c'est la même fonction. L'énergie interne dans la configuration de référence est identique à l'énergie interne dans la configuration actuelle. Donc puisque la relation constitutive, cette fonctionnelle qui dépend de l'histoire des observables, ne dépend que de l'histoire de la déformation pure, on peut écrire plus simplement qu'elle dépend de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy et évidemment de l'histoire de la température et de l'histoire du gradient de la température au point x. Pourquoi on peut remplacer l'histoire de la déformation pure par l'histoire de la dilatation de Cauchy? Simplement parce que la dilatation de Cauchy est égale à transposée de f contracté avec f, et si on remplace f par r contracté avec u, on obtient que le tenseur de dilatation de Cauchy est égal à la transposée de u contracté avec u, puisque les transposés de r contractés avec r, c'est l'identité, puisque c'est un tenseur orthogonal. Et donc finalement, considérer que la fonctionnelle dépend de l'histoire de la déformation pure qui est diagonale, ça revient au même que de considérer qu'elle dépend de l'histoire de transposée de U contractée avec U, et donc de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy. C'est exactement la même chose pour la densité massique d'entropie, puisque la densité massique d'entropie dans la configuration de référence et dans la configuration actuelle sont identiques. En revanche, dans l'équation des bilans, on avait défini la production volumique d'entropie dans la configuration de référence comme étant J fois la production volumique d'entropie dans la configuration actuelle. Je vous rappelle que J, c'est la variation de volume, c'est le déterminant du gradient de la transformation, et comme F est égal à R contracté avec U, c'est le déterminant de R fois le déterminant de U. Le déterminant de R vaut nécessairement 1 puisque R est un tenseur orthogonal, et donc on obtient que J est égal au déterminant de U. Alors, puisque la production volumique d'entropie dans la configuration actuelle ne dépendait que de l'histoire du tenseur de déformation pure, et évidemment l'histoire de la température et du gradient de la température,
et qu'on multiplie cette quantité par J qui elle-même ne dépend que de l'histoire de la déformation pure, ça veut dire que la production volumique d'entropie dans la configuration de référence dépend elle-même uniquement de l'histoire de la déformation pure et non pas de l'histoire de la rotation de la matière. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on va dire que la fonctionnelle dans la configuration de référence dépend uniquement de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy, et évidemment aussi de l'histoire de la température et du gradient de la température. Alors dans l'équation locale des bilans thermodynamiques, on avait écrit tout à l'heure que le flux de chaleur défini dans la configuration de référence était égal à J multiplié par F-1 contracté avec le flux de chaleur dans la configuration actuelle. Alors on sait déjà que J est égal au déterminant de U, donc ne dépend que de la déformation pure. On sait que F est égal à la rotation de la matière contractée avec cette déformation pure, c'est-à-dire que F-1 est égal à U-1 contracté avec la transposée de R, puisque je vous rappelle, R est orthogonal. On avait aussi déterminé tout à l'heure que le flux de chaleur dans la configuration actuelle s'écrivait comme la rotation à l'instant t contractée avec la fonctionnelle qui ne dépend que de l'histoire de la dilatation pure. Donc finalement, quand je contracte ce flux de chaleur par JF-1, j'obtiens U-1 contracté avec transposé de R contracté avec R, contracté avec la fonctionnelle évaluée sur l'histoire de la dilatation pure. Transposé de R contracté avec R se simplifie et il reste U-1 contracté avec cette fonctionnelle. Donc in fine, le flux de chaleur dans la configuration de référence s'écrit uniquement en fonction de l'histoire de la déformation pure. Et donc une fois encore, on va pouvoir l'écrire comme une fonctionnelle de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy. Et donc ce qu'il faut remarquer, c'est que contrairement à la configuration actuelle, le flux de chaleur défini dans la configuration de référence ne dépend plus de la rotation actuelle de la matière. Alors pour écrire les contraintes dans la configuration de référence, on va utiliser le tenseur de Piola-Kirchhoff qui intervient dans l'équation des bilans thermodynamiques. On l'a défini dans le cours précédent comme étant J multiplié par F-1 contracté avec sigma contracté avec transposé de F-1. Toujours en utilisant le fait que J c'est le déterminant de U, donc ça ne dépend que de U, et en utilisant le fait que F est égal à R contracté avec U, on obtient que F-1 c'est égal à U-1 contracté avec transposé de R, et que transposé de F-1 c'est égal à R contracté avec transposé de U-1. Il suffit d'écrire ensuite que le tenseur de contrainte de Cauchy s'écrivait comme R, la rotation à l'instant t contractée avec la fonctionnelle qui est fonction des histoires de la déformation pure, contractée avec la transposée de R prise à l'instant t. En précontractant par JF-1 et en post-contractant par transposée de F-1 et en réinjectant les relations F-1 et transposée de F-1 que je viens d'écrire, on obtient que le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff s'écrit comme une fonction qui ne dépend que de l'histoire de la déformation pure. Les rotations actuelles se sont simplifiées et on a eu des transposées de R contractées avec R qui se sont simplifiées. Donc une fois encore, ce qu'il faut remarquer, c'est que le tenseur de contrainte dans la configuration de référence, ici le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff, on ne parle pas ici du tenseur de contrainte de Boussinesq, le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff s'écrit comme une fonctionnelle de l'histoire de la déformation pure et non pas de l'histoire de la rotation. Donc une fois encore, on va pouvoir l'écrire comme une fonctionnelle qui ne dépend que de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy et évidemment de l'histoire de la température et du gradient de la température. Donc je résume tout ça dans la configuration de référence. Les grandeurs constitutives dans la configuration de référence sont des fonctionnels des histoires du tenseur de dilatation de Cauchy, de l'histoire de la température et de l'histoire du gradient de la température. Alors on fait très souvent le choix de négliger la dépendance de l'histoire du gradient de la température dans l'énergie interne, dans la densité massique d'entropie et dans le tenseur de Piola-Kirchhoff. En revanche, on ne fait pas ce choix pour la production volumique d'entropie et pour le flux de chaleur car il y a un aspect thermique important. Donc finalement, ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est que le comportement d'un matériau, c'est-à-dire choisir un matériau plutôt qu'un autre dans un modèle, c'est en fait choisir 5 fonctionnels, une fonctionnelle pour la densité massique d'énergie interne, pour la densité massique d'entropie, pour la production volumique d'entropie, pour le flux de chaleur et pour le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff. Donc vous voyez que c'est une information qui est extrêmement riche à fournir pour créer un matériau. Alors on verra qu'en fait on peut simplifier les choses notamment en utilisant l'équation des bilans thermodynamiques qui doit être vérifiée pour toute évolution possible. Et ça va venir encore restreindre davantage le choix des possibles sur ces fonctionnels. Donc ça on verra ça dans le prochain cours, mais retenez qu'un matériau c'est définir des fonctionnels qui donnent une relation entre les grandeurs constitutives et l'histoire des observables. Et du coup, à l'échelle macroscopique, les différences qu'il peut exister entre un matériau et un autre sont contenues dans ces fonctionnels, et on ne fait pas référence à des concepts microscopiques pour parler des différences entre les matériaux. C'est bien une information très macroscopique qu'on utilise, mais qui est en même temps très riche puisqu'il faut définir 5 fonctionnels qui sont de nature plutôt énergétique. Alors évidemment, comme dans l'équation des bilans, on avait introduit la densité massique d'énergie libre et non pas la densité massique d'énergie interne, pour être pratique, on va pouvoir définir la densité massique d'énergie libre
dans la configuration de référence comme étant une fonctionnelle de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy et de l'histoire de la température, puisque la densité massique d'énergie interne et la densité massique d'entropie dépendaient elles-mêmes de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy et de l'histoire de la température. Alors je synthétise le résultat essentiel de ce cours, c'est l'équation des bilans dans la configuration actuelle et dans la configuration de référence, donc l'équation des bilans locale. Et ici, j'ai colorié les observables en bleu et les grandeurs constitutives en orange, et on voit bien dans cette équation des bilans qu'à chaque fois qu'une grandeur observable apparaît, elle est précontractée par une grandeur constitutive. Donc on peut dire que les grandeurs constitutives, au sens de cette équation, sont duales des grandeurs observables. Le deuxième résultat important, c'est que le comportement d'un matériau se définit par 5 fonctionnels, des histoires des observables, et ces fonctionnels sont locales, elles doivent être définies pour chaque position x dans le domaine. Je vous rappelle enfin que l'équation des bilans thermodynamiques doit être vérifiée pour toute évolution possible, et que donc ça va restreindre encore le choix qu'on est capable de faire sur ces relations constitutives, c'est-à-dire ces fonctionnels des histoires des observables. Donc ça, c'est le programme du prochain cours. Alors j'en ai terminé avec ce cours sur l'analyse thermodynamique d'un processus de déformation et sur les relations constitutives. Ce cours vient clore la construction du modèle de Cauchy dans le cadre de la méthode générale de construction d'un modèle de mécanique que je vous avais enseigné la dernière fois. Alors ces 2 derniers cours sont un peu plus techniques que les précédents, il faut bien refaire tous ces calculs pour les maîtriser en profondeur. Alors je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, travaillez bien.